Le 14 septembre 2007, Andrew Gosden s'est réveillé tôt le matin et s'est habillé en uniforme scolaire, comme il le faisait toujours. Il a ouvert sa porte d'entrée, a dit au revoir à sa famille et s'est dirigé vers l'école comme il le faisait toujours. Cependant, cette fois-ci, Andrew n'est jamais arrivé à l'école. Au lieu de cela, Andrew a retiré le contenu de son compte bancaire et a acheté un billet aller simple pour Londres. C'était la dernière fois que quelqu'un voyait Andrew. Cette vidéo est pour Jody Gills, qui a spécifiquement demandé que je regarde ce cas. Andrew est né à Doncaster, South Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre. Ses parents étaient des chrétiens engagés, mais n'ont jamais forcé Andrew à participer à la religion, lui laissant plutôt la liberté de choisir afin de ne pas lui imposer leur point de vue. Andrew était un garçon qui aimait être à la maison et sortait rarement, préférant la compagnie de sa famille ou même juste être seul. À l'école, c'était un élève qui avait toujours des A, souvent décrit comme intelligent et doué par les enseignants et les autres élèves. Il était particulièrement doué en mathématiques, avait remporté des prix et on prévoyait dès qu'il finirait par aller à l'université de Cambridge. Andrew n'a jamais manqué un seul jour d'école et a toujours été bien élevé, sans jamais avoir la moindre tâche sur son parfait dossier disciplinaire. Son aptitude pour la vie académique le laissait souvent se sentir non sollicité, et son attitude envers l'école était considérée comme neutre, l'espoir que l'année académique à venir lui apporterait plus de défis que la précédente. Pendant les vacances scolaires en 2006, Andrew a participé à un programme spécial pour les élèves exceptionnellement non-brillants, qui était un voyage à l'université de Lancaster pendant 2 semaines. À son retour, ses parents l'ont trouvé beaucoup plus animé que d'habitude, et il avait clairement apprécié le voyage. Ses parents ont commenté que c'était très étrange pour lui, car il était généralement beaucoup plus réservé que détaché. Andrew avait quelques amis à l'école qui, comme lui, étaient des surdoués. Tous disaient de belles choses à propos d'Andrew, mais aucun d'entre eux ne fréquentait Andrew en dehors de l'école. Il n'avait jamais montré de signes de problèmes de santé mentale. Et il n'y avait aucune preuve qu'il ait jamais été victime d'intimidation à l'école non plus. Le père d'Andrew le décrivait comme un personnage profond qui contrôlait souvent ses émotions et était rarement sujet à des éclats de quelque nature que ce soit. Il le décrivait également comme étant un peu distrait et manquant de débrouillardise. Ses professeurs le décrivaient comme timide et calme, mais mature au-delà de son âge. Andrew avait peu ou pas d'intérêt à socialiser avec les gens et utilisait rarement un téléphone portable. Il en avait reçu un pour son 12e anniversaire, mais l'a perdu et a décidé de ne pas le faire remplacer quand ses parents lui ont proposé. Au lieu de cela, il a demandé une nouvelle Xbox parce qu'il n'avait jamais utilisé de téléphone portable. Andrew aimait jouer aux jeux vidéo et écouter de la musique heavy metal. Pendant les vacances d'été 2007, les parents d'Andrew ont suggéré qu'il fasse un voyage à Londres pour rendre visite à sa grand-mère, chose qu'il avait déjà faite, et on disait qu'il était très familier avec Londres et son système de transport souterrain et l'avait déjà navigué avec confiance. Andrew a choisi de passer ses vacances d'été chez lui plutôt que de visiter sa grand-mère à Londres. Peu avant sa disparition, il a modifié sa routine habituelle à 2 reprises. Pour la plupart des gens, cela ne serait pas inhabituel, mais dans le cas d'Andrew, il avait suivi la même routine durant toute sa scolarité. À 2 reprises, Andrew a choisi de marcher pour rentrer chez lui plutôt que de prendre le bus. Son école était à 4 miles de chez lui et la marche prend environ 1h20. Les raisons de son choix restent inconnues.
La nuit avant sa disparition, il est rentré de l'école comme d'habitude, a dîné avec sa famille, a fait la vaisselle, puis a passé 1 heure à faire un puzzle avec son père avant de regarder Mock the Week avec sa mère. En somme, c'était une soirée tout à fait ordinaire. Le 14 septembre, Andrew s'est réveillé irritable, ce que sa mère a noté car c'était très inhabituel. Il était normalement un lève-tôt et une personne matinale. À 8h05, il a quitté la maison familiale et a été aperçu par le révérend Alan Murray traversant un parc local pour se rendre à l'arrêt de bus pour prendre le bus scolaire. Cependant, au lieu de prendre le bus, Andrew a fait un détour et est allé à un distributeur de billets local. À ce distributeur, il a retiré 200 des 214 livres disponibles sur son compte bancaire. Il est probable qu'il aurait pu retirer plus, mais le distributeur ne délivrait que des billets de 20, ce qui signifie que 200 était le maximum qu'il pouvait retirer. Peu après, une caméra de surveillance voisine a filmé Andrew rentrant chez lui. À l'intérieur de la maison, Andrew a changé ses vêtements pour un jean noir et un t-shirt Slipknot. Il a posé son blazer sur la chaise, pris ses clés et son portefeuille, puis les a mis dans son sac couvert de logos de groupes de heavy metal. Il a pris sa PSP et est parti de chez lui. Il n'a pas pris le chargeur de sa console de jeu, son passeport, ni son argent d'anniversaire, qui était d'environ 100 livres. À 8h30, Andrew a été vu marchant vers la gare de Doncaster par la télévision en circuit fermé local où il a acheté un billet aller simple. Le guichetier a dit à Andrew d'acheter un aller-retour, car il était seulement 50 pence plus cher, mais Andrew a insisté pour n'acheter qu'un billet aller simple. À 9h35, Andrew a pris le train et s'est assis à côté d'une femme qui a plus tard commenté qu'elle avait vu Andrew, et qu'il semblait calme et qu'il était concentré sur son jeu vidéo. À l'école d'Andrew, à peu près à la même heure, le personnel a remarqué qu'il n'était pas là et a demandé à la secrétaire d'appeler ses parents, car c'était la première fois qu'il manquait un jour d'école et il n'était jamais en retard non plus. La secrétaire a appelé ses parents et leur a laissé un message. Le train arrive à la gare de London King's Cross à 11h20. Andrew descend du train et à 11h25, il est vu par la télévision en circuit fermé de la gare quittant l'entrée principale. C'est la dernière apparition confirmée de Andrew Gosden, 14 ans. Lorsque ses parents rentrent du travail, ils croient qu'un oncle Andrew joue à des jeux vidéo au sous-sol, comme à son habitude. Ce n'est que lorsqu'ils s'assoient pour dîner et qu'Andrew ne les rejoint pas qu'ils se rendent compte qu'il n'est pas à la maison. Ils appellent ses amis en pensant qu'il a peut-être rendu visite et perdu la notion du temps, mais il n'est pas là. Ils appellent ensuite l'école qui leur informe qu'il n'était pas à l'école toute la journée. Il s'avère que l'école avait accidentellement laissé un message pour les mauvais parents suite à une confusion à l'administration. Lorsque l'école leur a informé qu'Andrew n'y avait pas été du tout, malgré le fait que la famille l'était vu partir, ils sont devenus très inquiets et ont appelé la police, avant de sortir dans la nuit pour le chercher. Ils retracent son itinéraire jusqu'à l'école pour voir s'ils peuvent trouver des indices sur le chemin, mais ne trouvant rien. Quelques heures après, ils créentent et diffusent un tract de personnes disparues dans le quartier. Quand il devient trop sombre pour continuer à chercher, ils rentrent chez eux et attendent la police. Le lendemain, la police effectue une fouille des buissons locaux, mais ne trouve également rien. Quelques jours plus tard, la femme qui a vendu à Andrew le billet pour Londres se présente pour offrir cette information et confirme qu'il s'est effectivement rendu à Londres. Elle raconte qu'elle a trouvé étrange son insistance pour un billet aller simple, alors que le prix d'un aller-retour n'était que très légèrement plus cher. C'est ce détail qui rend Andrew mémorable. Ensuite, la famille est allée à Londres distribuer des tracts dans le quartier où ils avaient de la famille, pensant qu'Andrew y était peut-être allé. La police a également demandé à la British Transport Police de revoir les images de vidéosurveillance pour essayer de suivre les mouvements d'Andrew. Au début, ils n'ont pas réussi à trouver Andrew sur aucune des images, et donc la police du Yorkshire a envoyé un officier pour revoir les images à nouveau, et après 2 semaines de recherche, l'identifie grâce à la double crête distinctive sur son oreille.
Pendant les 2 premières semaines après sa disparition, plusieurs personnes affirmèrent avoir aperçu Andrew à différents endroits. La famille jugeait certains témoins crédibles car ils décrivaient fidèlement le comportement d'Andrew lors de leurs interactions. Une observation a été faite dans un Pizza Hut sur Oxford Street, à environ 4 km de la gare de King's Cross. Il y a eu d'autres prétendues observations à travers Londres, en dehors des gares et des musées. Le père d'Andrew affirme que la police n'a pas enquêté sur ces observations. Un an plus tard, un homme s'est rendu à un poste de police à Leominster, prétendant avoir des informations. À cette époque, la station n'avait pas de réception ouverte après les heures de bureau et utilisait un interphone. Le temps qu'un officier descende pour parler à l'homme, il avait déjà quitté les lieux. Ce qui rendait cela inhabituel, c'est que ce poste de police est situé dans un parc d'affaires à l'écart des itinéraires de transport public bien utilisés. Ainsi, pour visiter la station, il faudrait s'y rendre spécifiquement. La police a ensuite demandé à l'individu de les recontacter, mais en vain. Plus tard, une personne prétendant être le même individu a écrit anonymement à la British Broadcasting Corporation et a donné des détails sur une observation de quelqu'un correspondant à la description d'Andrew à Shrewsbury en novembre 2008. Il n'a jamais été confirmé si cet individu était la même personne qui s'était rendue au poste de police ou non, et l'observation d'Andrew n'a jamais été confirmée non plus. En septembre 2009, Kevin, le père d'Andrew, a fait appel à la communauté gay et a envisagé que peut-être Andrew avait du mal avec son identité et n'avait pas pu en parler à cause de la religion de ses parents. Au fil des années, la famille et la police ont multiplié les tentatives pour obtenir plus d'informations via les médias traditionnels et sociaux afin de le localiser, sans jamais révéler de nouveaux éléments. Au fil des années, il y a eu de nombreux signalements d'Andrew dans la même zone, des gens prétendant qu'ils l'avaient vu descendre d'un train en provenance de Waterloo à la gare de Mortlake 5 jours après sa disparition et également marchant le long de Shin Lane. Cependant, la police et la famille n'ont jamais pu confirmer la véracité de ces observations. La famille a critiqué la manière dont la police a géré l'enquête, affirmant que la police ne suivait que rarement les pistes et les indices et se concentrait plutôt beaucoup plus sur la famille elle-même, soupçonnant qu'ils étaient la raison de la disparition d'Andrew. Kevin, le père d'Andrew, a déclaré que la police avait illégalement enregistré leurs échanges et essayé de lui faire avouer qu'il était responsable de la disparition de son fils. Certaines pistes et observations n'ont également pas été suivies pendant des semaines, ce qui signifie que si la piste était authentique, elle aurait probablement refroidi au moment où la police l'a suivie. Puis, lors de leur apparition sur le podcast Generation Okrazi en 2018, les parents d'Andrew ont déclaré que quelqu'un avait signalé une conversation en ligne avec une personne utilisant le nom Andy Roux, qui était connu pour être le surnom d'Andy. Cette personne avait dit que son petit ami l'avait quitté et qu'elle avait besoin de 200 livres pour payer son loyer. Et quand quelqu'un a proposé d'envoyer de l'argent à cette personne, elle a dit qu'elle n'avait pas de compte bancaire, parce qu'elle avait quitté la maison quand elle avait 14 ans. Cette piste a été enquêtée, mais la police n'a jamais identifié le « personne ». Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo. C'est la section où je parle de mes opinions et de mes théories sur ce que je pense qu'il s'est passé dans l'affaire. Je pense qu'il est important de préciser que je n'ai pas d'informations supplémentaires et que ce ne sont pas des faits. C'est juste mon opinion et mon interprétation de l'affaire basée sur les preuves que j'ai vues. Commençons par la police. Je comprends que la famille se sentait persécutée injustement par la police. Mais dans les cas de fugue d'adolescents, la plupart du temps, c'est généralement à cause d'un problème à la maison que l'enfant s'enfuit. Donc pour moi, il est logique que la police se concentre sur cet aspect au début. Il me semble également un peu irréaliste de supposer que la police se concentrerait uniquement sur cet aspect et qu'elle n'explorerait pas d'autres pistes en même temps. Je ne vois tout simplement pas cela comme quelque chose de très probable. Souvent, lorsque la police enquête sur des affaires de personnes disparues ou des affaires criminelles en général, ils ne donnent pas
aux personnes impliquées dans l'affaire. Toutes les informations, parce que leur travail est de protéger l'intégrité de l'enquête et de s'assurer que vous savez si cela vient à être jugé. Pour quelque raison que ce soit que l'intégrité de l'affaire est maintenue, ils ne donneront donc souvent qu'une information limitée aux personnes impliquées dans l'enquête, même aux membres de la famille, afin d'essayer de maintenir cette intégrité intacte, ce qui peut donner l'impression que la police ne suit pas les pistes, que vous leur donnez ou vous savez chercher dans les informations que vous proposez, mais cela ne signifie pas que c'est ce qui se passe, cela signifie que vous savez peut-être qu'ils ne vous donnent pas toutes les informations, parce qu'ils doivent mener une enquête aussi professionnellement que possible. Cela ne signifie pas que la police n'a pas fait d'erreur. Je pense simplement que l'idée qu'ils ignoraient intentionnellement des pistes d'intérêt, juste pour persévérer uniquement avec cet aspect de la famille, me semble un peu irréaliste. Ayant parlé à certains policiers dans le cadre de cette recherche, je ne pense pas que des policiers feraient jamais cela. Même les pires policiers, ils ne se contenteraient pas d'une seule piste et la laisseraient en l'état. Habituellement, ce qui me fait penser que la police n'était pas paresseuse et qu'elle n'ignorait pas intentionnellement des informations en faveur de l'accusation de la famille, c'est le fait qu'ils ont continuellement fait des choses qui, je pense, pourraient démontrer qu'ils réfléchissaient réellement à l'affaire et faisaient de leur mieux pour la résoudre. Des choses comme lorsque la police des transports britanniques a dit qu'ils ne pouvaient pas trouver Andrew sur la télévision en circuit fermé. S'ils étaient paresseux ou ignoraient délibérément les preuves, ils auraient simplement accepté cette réponse et dit qu'ils n'avaient rien trouvé. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont décidé d'envoyer l'un de leurs propres officiers tout le chemin jusqu'à Londres depuis le Yorkshire pour jeter un autre coup d'œil aux bandes dans l'espoir qu'ils le trouveraient. Et ils ont fait cela, ce qui me suggère qu'ils n'étaient pas paresseux ou incompétents. Ils suivaient probablement des pistes, c'est juste que, comme je l'ai dit, ils peuvent parfois donner l'impression que les pistes ne sont pas suivies parce qu'ils ne vous donnent pas toutes les informations sur l'affaire. En plus de cela, ils ont également rouvert l'affaire plusieurs fois en utilisant la technologie de vieillissement de photos pour vieillir la photographie d'Andrew et voir s'ils pouvaient en trouver de nouvelles preuves. Cela s'est produit continuellement sur une période d'environ 10 ans. Encore une fois, si vous êtes paresseux ou incompétent, je ne pense pas qu'ils feraient cela, vous savez, ils balayeraient simplement cela sous le tapis. Ils sont allés voir Sony et leur ont demandé d'essayer de retracer la console PSP en utilisant un type spécial d'authentification acide désoxyribonucléique, ce qui vous donnerait l'emplacement de l'objet. Maintenant, je ne savais même pas que vous pouviez faire cela, je l'ai même googlé après l'avoir lu, et j'ai encore trouvé très difficile de trouver cette information. Donc le fait que la police ait pensé à cela et ait ensuite suivi cela me dit qu'ils n'étaient ni incompétents ni paresseux. Peut-être qu'il n'y avait tout simplement pas assez de preuves pour le résoudre. Donc l'hypothèse de la fugue était la première hypothèse de la police. L'idée qu'il y avait un certain problème à la maison et qu'Andrew a fui à cause de cela. Cela aurait du sens étant donné que Andrew n'a dit à personne ce qu'il s'apprêtait à faire. Il n'a dit à personne où il allait, ni quels étaient ses projets, et qu'il a bien rompu 2 fois sa routine habituelle, et il y a aussi le billet aller simple. Tout cela correspond bien à l'idée de piste d'envol. J'ai vu suggérer à certains endroits que peut-être Andrew était gay ou trans et qu'il luttait avec cet aspect de son identité, et grandissant dans un foyer où la religion était un élément important. Peut-être qu'il aurait eu l'impression d'être jugé par ses parents, même s'il n'y avait aucune preuve pour suggérer que cela se produirait réellement. Savoir que vos parents sont religieux peut parfois donner l'impression que cela pourrait arriver, même si ce n'est pas le cas. Et cela, vous savez, aurait pu le forcer à, s'enfuir. Cependant, il n'y a absolument aucune preuve nulle part qu'Andrew soit gay ou trans. Autant que je puisse en juger, il n'y a vraiment aucune information sur sa sexualité. Si quoi que ce soit, il semble plutôt asexué sur la base de... Les informations que vous pouvez déterrer dans ce cas ne semblent pas l'avoir intéressé du tout. Il y avait un... Description d'un incident que ses parents ont mentionné, où ils parlèrent avec quelqu'un en ligne qui se faisait appeler Andy Roux, qui est le surnom d'Andrew, qui prétendait qu'ils avaient besoin de 200 livres, vous savez, parce que leur petit ami les avait quittés. Quand ils ont tenté de contacter cette personne, ils ne pouvaient pas être en retard. Malgré les tentatives d'offrir de l'argent, ils ont affirmé ne pas avoir de compte bancaire car ils ont fui à 16 ans, ce qui concorde avec leur histoire.
Mais c'était en 2018, et vous savez, c'est 11 ans après sa disparition. N'importe qui aurait eu accès à toutes ces informations à ce stade, et étant donné que c'est en ligne, je suis très sceptique quant à l'authenticité de ce compte, et il est plus probable que ce soit quelqu'un qui est un troll particulièrement cruel. À mon avis, certaines personnes suggèrent également que peut-être c'était sa vie scolaire qui l'a fait fuir. Et je ne trouve pas cela très crédible non plus, parce que j'ai passé du temps à rechercher l'école pour voir s'il y a vous savez, des rapports d'incidents similaires, des enfants qui s'enfuient ou des problèmes à l'école, des choses sociales, tout ce genre de choses. Et bien qu'il y ait eu un rapport en 2016 sur certains enfants qui intimidaient d'autres enfants en fonction de leurs préférences sexuelles ou expériences. C'est vraiment tout ce que j'ai pu trouver. Et même cet incident a été rapporté dans le Daily Mail, qui est un torchon de journal que je n'utiliserai même pas pour ramasser les crottes de chien, donc on ne peut vraiment pas le prendre au pied de la lettre. D'autres éléments contredisent cette hypothèse. Andrew n'a pas pris son argent d'anniversaire en fuyant la maison. Pourtant, prendre toutes les ressources possibles augmenterait considérablement ses chances de réussite. Et Andrew était un enfant intelligent, donc je ne pense pas que c'est quelque chose qui, vous savez, lui aurait échappé. Je suis presque sûr qu'il y aurait pensé. Il n'a pas pris de vêtements de rechange ni le chargeur de sa PSP. La PSP est probablement la meilleure preuve pour suggérer qu'il n'a pas fui. Selon moi, parce que je suis aussi un joueur et je voyage beaucoup parfois, et quand j'ai voyagé, j'ai souvent emporté des consoles portables avec moi, et une chose que je ne fais jamais, c'est emporter une console portable avec moi, sans le chargeur, si je vais être loin de chez moi pendant plus d'un jour ou deux, parce que si vous n'avez pas le chargeur, après environ une demi-journée, vous transportez juste un morceau de plastique inutile qui n'a aucun but, c'est juste un poids mort. Donc vous prendriez le chargeur avec vous si vous vous attendiez à être parti longtemps. Et alors ce morceau de plastique est en fait toujours utile. Cela me suggère qu'Andrew s'attendait à rentrer chez lui. Peut-être pas le lendemain, peut-être pas cette nuit-là, mais il s'attendait à rentrer chez lui parce que si vous ne vous attendiez pas à rentrer chez vous, vous laisseriez la PSP à la maison pour ne pas transporter de poids mort, ou vous prendriez le chargeur pour ne pas transporter de poids mort, et si votre première pensée est bien, peut-être qu'il a juste vendu la PSP, et c'est pourquoi il n'a pas pris le chargeur parce qu'il s'en fichait, eh bien cela n'a pas de sens pour deux raisons. Une, la PSP a beaucoup moins de valeur sans le chargeur. La plupart des magasins refuseraient peut-être la console sans chargeur, car ils ne pourraient pas la vendre. De plus, s'ils voulaient vendre la PSP pour de l'argent, pourquoi ne pas simplement prendre l'argent d'anniversaire ? Encore une fois, cela me suggère qu'il n'a pas fui, il s'attendait à rentrer chez lui. Je pense qu'Andrew s'attendait à rentrer chez lui. Les choses qu'il a emportées avec lui, la PSP, ses clés de porte, il n'a pas pris de chargeur, et l'absence de changement de vêtements n'ont pas de sens, à moins que vous ne vous attendiez à rentrer chez vous. La théorie la plus courante est qu'Andrew est venu à Londres et pour une raison ou une autre s'est perdu. Je suppose que cela pourrait avoir du sens dans le contexte où Andrew semblait avoir prévu de revenir, mais n'est pas revenu. Ce qui n'a pas de sens, c'est qu'il connaissait très bien Londres. Il connaissait déjà le système de transport de Londres, qui suit principalement les grandes rues. Ainsi, si vous connaissez le système de transport, vous connaissez pratiquement aussi les rues de la ville. Andrew avait de la famille dans les environs. S'il se perdait, il pourrait simplement leur rendre visite. Ou à la police, il semble être le genre d'enfant qui irait probablement à la police s'il se perdait. Certains affirment qu'Andrew a été manipulé par une tierce partie qui l'aurait persuadé de venir à Londres à un certain moment. Je ne trouve pas cela très crédible non plus, car Andrew n'avait pas de téléphone portable, il n'avait pas de compte e-mail, il n'avait même pas de compte e-mail associé à sa PSP. Alors comment cette personne aurait-elle pu le contacter ? Je sais qu'il est possible d'avoir des comptes e-mail et des téléphones secrets, mais il n'y a simplement aucune preuve de cela. Un autre scénario souvent suggéré est que peut-être Andrew a été attaqué ou agressé et qu'ensuite il n'avait pas les moyens de rentrer chez lui. C'est un peu plus probable que les autres théories, mais souffre encore de certains des mêmes problèmes. Andrew, un enfant intelligent, connaît bien Londres où il a de la famille. S'il a été agressé et qu'il n'a pas d'argent, pourquoi n'irait-il pas simplement chez sa famille ? Pourquoi n'irait-il pas à la police ou voir sa famille s'il a été agressé ? Il n'a aucune raison de ne pas le faire. La seule version de cette histoire qui fonctionne vraiment est si Andrew est gravement blessé et est incapable de rentrer chez lui physiquement à cause de la blessure ou parce qu'il a été tué.
Maintenant, la police a surveillé les hôpitaux pour les John Doe pendant des mois après la disparition d'Andrew, pour voir si quelqu'un correspondant à la description d'Andrew était impliqué dans l'un des cas locaux d'agression ou d'attaque, et aucun ne correspondait. Sûrement, ils auraient retrouvé quelque chose et correspondait à sa description si c'était le cas. Il est possible qu'il se soit perdu, agressé et attaqué. Je pense que c'est moins probable que la théorie finale, qui est, à mon avis, la plus sensée. L'explication la plus probable semble être qu'Andrew s'est rendu à Londres pour assister à un concert. C'est une information répétée à plusieurs reprises en ligne. Et compte tenu du type de personnage qu'est Andrew, et du fait qu'à Londres, à la date à laquelle il voyageait, il y avait 2 groupes qui jouaient et qui correspondaient à la description du genre de groupe qui l'intéressait. Et c'était un concert de 30 Seconds to Mars et un autre groupe appelé 6, un groupe qui intéressait Andrew. Si nous considérons que Andrew a quitté la maison en portant un t-shirt Slipknot et portait également un sac sur lequel étaient cousus des écussons de d'autres groupes de heavy metal. Il est assez probable qu'il soit allé à l'un de ces concerts. Vous savez peut-être que c'est la raison pour laquelle il est allé à Londres. Son père a également dit qu'il pourrait... Il avait l'impression qu'Andrew préférait demander pardon plus tard, plutôt que demander la permission avant. Et c'est là où je pense que cette théorie est la plus solide, car il me semble plus logique qu'Andrew soit allé à Londres pour voir le concert en secret. C'est pourquoi il n'a dit à personne qu'il y allait. C'est pourquoi il n'a emporté que des affaires, comme s'il prévoyait de rester 1 ou 2 jours. Parce que s'il avait dit à quelqu'un avant de partir, ses parents lui auraient probablement dit non. S'il avait dit à sa sœur aurait dit à ses parents et il lui aurait dit non. Donc à la place, je pense que son plan était de se rendre à Londres, voir ses concerts, et ensuite, parce qu'il était trop tard pour rentrer chez lui, il irait rendre visite aux membres de la famille dans la région et expliquerait la situation, dirait oui, il a séché l'école, il est allé à ses concerts. Il en est désolé, mais il rentrera chez lui demain, et ensuite il passerait la nuit chez des membres de la famille. Eh bien, tout cela correspond assez bien car il ne dirait pas à sa sœur ou à ses parents à l'avance, et il ne dirait pas non plus aux parents à l'avance car ils alerteraient ses parents. Il est plus logique de se présenter à la porte et, comme le père d'Andrew l'a dit, de demander pardon pour avoir fait quelque chose qu'il savait probablement ne pas devoir faire. Cela explique maintenant pourquoi il n'a pas pris de change de vêtements. Cela explique pourquoi il n'a pas pris le chargeur pour la PSP et explique pourquoi il n'a pas pris tout l'argent. Il aurait pu s'il avait prévu de partir définitivement. Je ne pense pas qu'il l'ait fait. Je pense qu'il avait prévu de rentrer à la maison. Peut-être pas ce jour-là. Je pense qu'il avait prévu de rentrer à la maison le lendemain. C'est pourquoi il n'a pris qu'un billet de train aller simple car il savait qu'il allait revenir le jour suivant et qu'il aurait besoin d'un autre billet. Le vrai mystère réside peut-être dans ce qui se passe après l'arrivée d'Andrew à Londres. S'il s'était perdu, avait été agressé ou volé, il aurait sûrement prévenu quelqu'un. Il me semble donc beaucoup plus probable que le pauvre Andrew ait rencontré quelqu'un à Londres qui l'a empêché de rentrer chez lui, soit en lui faisant du mal, soit en l'enlevant. Un autre élément de preuve à l'appui de cette théorie est que presque 1 an plus tard, un autre jeune étudiant doué en mathématiques nommé Alex Slowly a disparu dans la même zone de Londres. Il rentrait d'Edmonton vers Islington après avoir rendu visite à un ami. Quand il a disparu. Comme Andrew, il avait 15 ans lors de sa disparition. Il n'avait pas de vêtements, pas de portefeuille, pas de passeport, et sa mère l'attendait à la maison, mais il n'est jamais arrivé. Je pense que c'est probablement le scénario le plus probable qu'Andrew soit allé à Londres en secret pour assister au concert. Et il prévoyait de rester chez un membre de la famille après et est ensuite rentré chez lui le lendemain en train. Cependant, peu après son arrivée, il a rencontré quelqu'un qui a fait en sorte qu'il ne quitterait jamais Londres. Ne jamais revoir ses parents et ne jamais aller étudier les maths à Cambridge. Juste dans la région de Londres, il y a actuellement des recherches actives pour 37 enfants disparus. Si quelqu'un a des informations sur le lieu de séjour de l'un des enfants qui sont à l'écran en ce moment, veuillez contacter les autorités compétentes ou visiter www.missingpeople.org.uk et aider les parents à retrouver ces enfants perdus. Donc, lors de la recherche pour ce cas,
J'ai parlé à quelques détectives qui s'occupent des cas de personnes disparues et à d'autres professionnels de l'industrie qui font des choses similaires, et quelque chose m'a vraiment surpris à ce sujet, et je veux partager l'information parce que je ne suis pas sûr que tout le monde le sache. Depuis que je suis né, probablement à cause de trop de films regardés, j'étais toujours sous l'impression que vous ne pouvez pas signaler quelqu'un comme disparu jusqu'à ce qu'il ait disparu pendant 24 heures. Mais tous les professionnels de l'application de la loi à qui j'ai parlé ont dit que c'était faux. En fait, vous pouvez signaler une personne disparue à tout moment et en fait, il est préférable de le faire dès que vous sentez que quelque chose ne va pas. Les détectives à qui j'ai parlé ont dit que généralement, les membres de la famille sont très doués pour savoir quand quelqu'un a rompu ses habitudes de manière anormale. Et c'est à ce moment-là que vous devriez appeler la police et le signaler, car les premières 48 heures d'une affaire de personnes disparues sont les heures les plus cruciales. Les chances de retrouver la personne vivante et en bonne santé après ce point diminuent considérablement. Donc si vous connaissez quelqu'un qui disparaît ou si vous savez que vous êtes inquiet pour un être cher qui rompt sa routine, signalez-le dès que vous commencez à vous en inquiéter. Le pire scénario serait que la police enquête mais retrouve la personne saine et sauve, puis passe à un autre cas. Le meilleur des scénarios est que la personne que vous cherchez est retrouvée par la police, vivante et en bonne santé. Il n'y a donc vraiment aucune raison de ne pas le signaler. J'ai senti le besoin d'ajouter cette information à la fin de la vidéo. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire savoir dans la section des commentaires ce que vous pensez de ce cas et essayez de vous respecter mutuellement. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.